Bonjour et bienvenue dans cette brique numéro 2 du module sur l'éco-conception des soins. Donc brique numéro 2 qui sera justement axée sur les définitions de l'éco-conception des soins et sur les analyses en cycle de vie. Alors je suis toujours Laurent Zileskevich, professeur d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Nord de Marseille et je n'ai toujours pas de lien d'intérêt avec ce module. Alors le rationnel. On se rappelle en deux mots quand même que le changement climatique, selon le Lancet, c'est une des plus grosses menaces de santé publique pour les prochaines années et que la pollution, notamment la pollution de l'air, c'est déjà un serial killer qui fait 7 millions de morts chaque année et défini comme tel par l'OMS. On a tout ça d'un côté et de l'autre côté, on sait maintenant et vous savez maintenant que les systèmes de santé, les médicaments, les dispositifs médicaux, l'hôpital polluent l'air avec des pollutions de l'air et atmosphériques et émissions de gaz à effet de serre, polluent les nappes phréatiques avec les effluents et émet des tonnes de déchets et notamment des tonnes de déchets plastiques. Donc vous conviendrez quand même qu'en tant que soignant, qui prête le serment primum non nocere, il est difficile de continuer ainsi. Et donc, quand on va parler d'éco-conception des soins, on va dire, ben voilà, on ne peut plus aujourd'hui ne pas tenir compte de l'impact environnemental des soins qu'on prodigue, et à qualité de soins égale, on va essayer de choisir le soin qui est le moins impactant, et ça prend en compte également la prévention, c'est-à-dire on peut aussi se dire, ah ben plutôt finalement que d'hospitaliser quelqu'un, on aurait peut-être dû en amont faire de la prévention, donc ça rentre complètement dans l'éco-conception des soins. Alors ça paraît du bon sens, et c'est pas que, parce qu'on a des recommandations fortes pour le faire. On avait vu ensemble qu'il y avait quand même des éditoriaux historiques des plus grosses revues en 2021 et en 2023, mais il y a aussi les appels de l'OMS qui nous appellent à nous unir en tant qu'ambassadeurs pour dire aux décideurs politiques qu'il faut faire attention à la pollution et au changement climatique, mais aussi on nous demande de construire un système qui soit à la fois pas trop impactant sur le plan environnemental et aussi qui soit résilient au changement climatique qui va venir. On nous demande ça donc dans des revues généralistes, on nous demande ça aussi dans toutes les revues spécialités maintenant, où à chaque fois on commence à dire, ben voilà, dans telle spécialité, anesthésiste, interniste, etc., ben, il faut que vous soyez éco-responsable. On commence à le dire donc dans quasiment toutes les spécialités, mais aussi dans les sociétés savantes et dans les revues scientifiques avec de nombreuses revues scientifiques qui maintenant ont des espaces qui sont dédiés au développement durable et à des soins qui soient moins impactants. Et donc vous voyez que les sociétés savantes, de plus en plus, nous demandent d'avoir des soins qui soient des soins durables. Donc quand on parle de durabilité, sustainable en anglais, durabilité, eh ben, c'est comme le développement durable. La santé durable, c'est une santé qui est bonne pour les générations actuelles, sans obérer la qualité de la santé des générations futures, et donc ça prend en compte notamment l'impact environnemental de notre système de santé et de soins. Donc on a des recommandations qui sont des recommandations scientifiques, et on a aussi des recommandations qui sont des recommandations administratives. Vous avez la FHF, la Fédération hospitalière de France, qui a fait toute une liste de suggestions pour essayer de préserver la santé de demain, d'avoir une santé durable. Vous avez l'HAS maintenant qui adopte sa feuille de route, et dans toutes les certifications des hôpitaux, il y aura de plus en plus un cahier des charges difficile en termes d'écologie et de soins éco-responsables. Et donc vous avez un ensemble de mesures et d'obligations avec, pour terminer, le ministère de la Santé qui a fait sa feuille de route de planification écologique du système de santé et qui nous indique donc de faire des soins éco-responsables et de former à la recherche et les futurs soignants à la transition écologique et à l'éco-conception des soins. Alors on va voir ensemble ce que c'est que l'éco-conception des soins et ce que c'est qu'une analyse en cycle de vie, parce que l'analyse en cycle de vie est indispensable pour faire les bons choix, et enfin on verra quelques exemples pratiques. Alors, l'éco-conception des soins, c'est, on l'a dit, faire un soin qui est à qualité égale et le moins impactant sur le plan environnemental. Mais quand on est à l'hôpital, faire des soins éco-conçus, c'est finalement
faire de l'écologie autour du soin pour qu'un hôpital soit éco-responsable et faire surtout de l'écologie dans le soin. Donc autour du soin, dans le soin. Autour du soin, eh ben, c'est un peu les RSE, les responsabilités sociétales des entreprises ou des organisations. C'est un peu ce que toutes les grosses entreprises doivent faire. C'est faire attention à la mobilité de ses soignants, à la mobilité des patients, à l'énergie qu'on utilise, aux déchets et aux achats. Mais vous avez vu avec Laurie Marot que finalement, ce qui pollue le plus dans un hôpital, ce n'est pas ce qu'il y a autour, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est pas de chauffer les hôpitaux qui polluent le plus, c'est tous les soins et notamment les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc il va absolument falloir faire de l'écologie dans le soin et pas seulement autour du soin. Et c'est notre spécificité et c'est là finalement que nous, soignants, nous avons le rôle, là encore, le plus important dans l'hôpital. Pas seulement parce que c'est nous qui soignons les malades, mais aussi parce que c'est nous qui polluons le plus et qui donc pouvons réduire le plus notre pollution. Et donc l'écologie dans le soin, eh bien, ça fait appel à ce qu'on appelle la roue des 5 R. Alors il peut y en avoir 5, 7 ou 10. Mais en gros, l'idée, c'est de refuser les soins inutiles, donc ça c'est la pertinence des soins, réduire, lorsqu'on doit faire un soin, essayer d'utiliser le moins de choses possible, less is more, pour ce qu'on polluera moins, repenser nos soins, et là on va réfléchir justement grâce aux analyses en cycle de vie, réutiliser éventuellement les choses, les dispositifs médicaux, et recycler. Et donc, les deux premières sont les plus importantes. Hein. Refuser les soins inutiles, c'est là qu'on fait le plus d'économies. Et réduire, lorsqu'on doit faire un soin, réduire ce soin pour qu'il soit le moins impactant possible. Et le troisième R, repenser, eh bien, c'est essayer de comparer des stratégies qui sont aussi efficaces l'une que l'autre sur le plan médical, mais en les comparant sur le plan de leur impact environnemental. Et pour les comparer sur le plan de leur impact environnemental, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle des analyses en cycle de vie. Et seules les analyses en cycle de vie nous permettent d'avoir finalement un coût environnemental sur chaque dispositif médical ou chaque médicament. Et donc c'est ce que Manon Roche, qui est MCU-PH de pharmacie à la faculté de Marseille et qui est vraiment experte dans le domaine, c'est ce que Manon va vous expliquer maintenant. Avant de discuter d'exemples d'éco-conception des soins, il paraissait important de vous définir, de parler de méthodologie, de ces analyses en cycle de vie qui sont finalement la première étape vers l'éco-conception des soins. Le cycle de vie d'un produit, qu'est-ce que c'est? On parle généralement de 5 grandes étapes. On commence par la recherche, le développement, l'extraction des matières premières qui vont servir à la fabrication du produit en lui-même. Puis on va avoir l'étape de commercialisation, de distribution, hein, avec les transports des produits de santé vers nos établissements. En quatrième étape, l'étape d'utilisation, qui est finalement l'étape sur laquelle on peut avoir le plus d'impact et la marge de manœuvre la plus importante en tant que professionnel de santé. Puis enfin, une cinquième étape d'élimination, que ce soit un enfouissement ou encore une incinération en fonction du type de produit, ou encore une valorisation si la filière existe, si l'exutoire existe au niveau territorial, au niveau de notre région. Cette analyse en cycle de vie, c'est la méthode de référence pour quantifier les impacts sur l'environnement de nos produits de santé, des biens, des services, si l'on parle plus globalement. Il s'agit de quantifier, de chiffrer un gain, un impact environnemental. On va pouvoir de ce fait comparer deux produits, deux solutions, et ce qui va nous aider finalement pour, à la prise de décision pour des solutions équivalentes en ce qui concerne l'efficacité et la tolérance. On peut envisager, comme je vous l'ai présenté ici, de comparer l'antalgie périopératoire du paracétamol par voie orale ou par voie injectable et de déterminer finalement l'impact de chacune des solutions. Par rapport à la lourdeur de ces analyses, du recueil de données, ces analyses ne sont pas adaptées à l'échelle d'un établissement. Il faut bien l'avoir en tête. En revanche, ces études sont très importantes puisqu'elles vont être un argumentaire pour s'éloigner du greenwashing. Elles vont permettre d'avoir des éléments opposables pour choisir un produit plutôt qu'un autre. Et donc, on l'a dit en introduction, il s'agit de la première étape avant l'éco-conception du soin. Il s'agit, il faut le voir comme ça, c'est vraiment un outil de diagnostic pour choisir une solution.
Lorsque vous aurez une revue critique d'analyse à réaliser, ou même si vous voulez vous lancer vous-même dans une analyse en cycle de vie, il faut savoir qu'il existe 3 piliers incontournables pour sa définition. Le premier point, c'est qu'il faut considérer, vous l'aurez compris, les 5 étapes du cycle de vie. Et ce n'est pas souvent le cas. Le deuxième point, le deuxième pilier, ça va être une approche multicritère. On va parler, comme l'empreinte carbone, bien évidemment du réchauffement climatique, mais on va considérer aussi donc la toxicité des sols, la toxicité humaine, l'impact sur la santé environnementale, l'épuisement des ressources, l'épuisement en eau. Et un autre point, c'est qu'il va falloir absolument comparer ce qui est comparable, comparer deux fonctions, voir la fonction du produit. Ça, c'est un élément important qui va entraîner certaines hypothèses de travail pour la suite qui auront un impact sur la pertinence des résultats. En pratique, comment ça se passe? On va reprendre nos 5 étapes du cycle de vie. On va considérer tous les éléments rentrant dans chaque étape, tous les intrants. Et par exemple, si l'on considère la première étape, recherche, développement, extraction des matières premières, on va calculer les impacts environnementaux de tous les réactifs nécessaires à la synthèse du principe actif, calculer les impacts environnementaux de l'extraction des matières premières servant à la réalisation de la notice ou à la fabrication des excipients. On va faire ça pour toutes les étapes du cycle de vie, ce qui nous permettra d'avoir un diagnostic d'impact d'une solution, par exemple ici l'antalgie par paracétamol en gélule. En pratique, alors le tableau n'est pas lisible, peu importe, c'est juste pour que vous vous rendiez compte qu'il va y avoir un travail de recueil très important sur toutes les étapes du cycle de vie, sur tous les matériaux, sur tous les intrants, les poids des matériaux de tous les produits rentrant sur tout le cycle de vie. Donc c'est un travail relativement important et tous ces éléments vont permettre de modéliser à l'aide de logiciels dédiés qui sont la plupart du temps payants et ce qui nous permettra d'avoir finalement un compte rendu et cette analyse en cycle de vie. En ce qui concerne les résultats, lorsque l'on va considérer finalement deux produits, deux solutions, on va avoir des résultats qui vont se présenter de cette manière, avec donc le produit le plus impactant qui va représenter 100% d'impact, et on va avoir une valeur relative de l'autre produit avec donc l'impact le moins important des deux, et ce pour chaque critère. Je vous ai parlé tout à l'heure des hypothèses de travail. Il faut savoir que lorsque l'on réalise une analyse de cycle de vie ou lorsque l'on fait une revue critique de ces analyses de cycle de vie, il va falloir considérer les choix de modélisation. Il va falloir considérer par exemple les règles de coupure, c'est-à-dire tous les éléments écartés du périmètre de l'étude. Il va falloir bien relever les hypothèses de travail. Parce qu'en effet, les hypothèses de travail, les choix de modélisation vont avoir un impact sur la qualité des données. Et lorsque vous faites une revue critique de ces analyses en cycle de vie, c'est très important de considérer les choix des modélisations et les hypothèses de travail. Il faut savoir aussi que généralement, on a un pourcentage d'erreur qui est défini arbitrairement et qui est à hauteur de 20% pour chacune de ces analyses. En plus d'avoir une comparaison entre deux produits, vous allez avoir un diagnostic par produit. C'est-à-dire sur chaque produit, vous allez avoir l'élément le plus impactant du produit de santé. Et lorsque l'on a comparé tout à l'heure le Méopa, mélange équimolaire oxygène protoxyde d'azote versus Pentrox, le méthoxyflurane, on a attribué plus d'impact environnemental au Méopa. En revanche, pour le Pentrox, on sait quel va être l'élément le plus impactant. Il s'agit de la cartouche en polycarbonate qui est l'élément avec le plus d'impact environnemental, ce qui peut permettre aussi finalement d'ajuster des éléments sur le produit le moins impactant. Les analyses de cycle de vie vont aboutir à des conclusions, donc on va prioriser un produit plutôt qu'un autre. On aurait intérêt à prioriser l'antalgie pério-opératoire PEROS versus une antalgie IV, ok. Mais on va avoir finalement aussi des préconisations d'action sur l'utilisation du produit, sur la gestion des matières résiduelles. On va avoir réellement finalement un plan d'action à l'issue de ces analyses en cycle de vie.
Il y avait très peu de données dans la littérature jusqu'à ce jour. Les réglementations, notamment la loi climat, la formation des professionnels de santé, la formation des industriels va faire qu'il va y avoir de plus en plus d'études disponibles sur le marché. En revanche, il est important de garder en tête que en fonction des règles de coupure, en fonction des hypothèses de travail, par exemple le nombre de réutilisations d'un dispositif réutilisable versus l'usage unique, les méthodes de stérilisation, le circuit, vont faire qu'il va peut-être être difficile de s'approprier ces analyses en cycle de vie pour son établissement de santé en fonction des résultats qui auraient été publiés. Enfin, je voulais conclure sur les points d'attention sur ces analyses de cycle de vie. Vous l'aurez compris, le temps de recueil de données est relativement important. Il va y avoir beaucoup d'éléments à demander aux fournisseurs, à aller chercher sur Internet, sur des fiches de renseignements produits. Il y a certaines étapes qui vont être relativement protégées de la part des fournisseurs, notamment des données sur la fabrication, qui sont finalement souvent du secret industriel. Il peut y avoir également une méconnaissance du cycle de vie complet du produit, notamment pour les dispositifs médicaux, riches en plastique, avec des fournisseurs de matières premières pour lesquels votre distributeur ne sera pas à même de définir tout le cycle de vie et tous les matériaux qui sont présents dans le dispositif médical. Et enfin, donc le cadrage réglementaire, on en a parlé, il existe, mais il va falloir maintenant le temps pour la mise en œuvre côté fournisseur afin d'avoir des données nombreuses et de qualité. Merci Manon pour ce très beau topo. Et donc nous allons voir 3 exemples de ce que tu viens de nous dire. Alors en nous restreignant à l'analyse en cycle de vie sur les émissions CO2, parce que ce sera plus simple. On va voir 3 exemples de médicaments qui soignent aussi bien et qui polluent beaucoup moins sur le plan des émissions CO2. Le premier exemple, qui est un exemple qui est très extrapolable, c'est de privilégier la voie Péros par rapport à la voie IV. Donc là, on va prendre le paracétamol, qui est un des médicaments les plus utilisés dans le monde. Mais en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un médicament a une bonne biodisponibilité sur la voie Péros, à chaque fois qu'il n'y a pas de contre-indication pour votre patient à prendre la voie Péros, et bien dans ces cas-là, il faut toujours, ou quasiment toujours, privilégier la voie Péros qui est moins chère et beaucoup moins impactante sur le plan environnemental. C'est ce qu'a montré cette étude. La forme orale était quasiment 10 fois moins impactante sur le plan environnemental que la forme IV. Elle était également beaucoup moins chère, et donc à l'échelle des millions de comprimés de paracétamol qui sont donnés, là c'est juste sur le plan périopératoire, mais on ne prend même pas tout le paracétamol qui est donné en médecine. Bien, sur le plan périopératoire, USA, Royaume-Uni, Australie, mais on pourrait faire l'équivalent d'économie de 6000 tonnes d'équivalent CO2, ce qui est vraiment énorme. C'est des millions et des millions de kilomètres de voitures, donc c'est quelque chose qui est majeur et qu'il faut vous retenir. Les conditionnements Péros, vous voyez, sont beaucoup plus faciles à mettre en place que les conditionnements IV, qui eux sont individuels et sont stérilisés et nécessitent ensuite qu'on utilise des tubulures, des compresses, des seringues, etc. Donc le Péros est supérieur à l'IV. Premier message. Deuxième message, lorsqu'on fait une analyse, une anesthésie générale, eh bien on a le choix entre des médicaments inhalés, des gaz, ou des médicaments intraveineux. Dans les gaz, il y en a un, le bleu, qui est très impactant sur le plan environnemental. C'est un gaz de serre beaucoup plus puissant que le gaz jaune, qui est aussi un gaz de serre, le sévofurane, mais beaucoup moins. Et puis, bien en dessous, au niveau des émissions de gaz de serre, il y a l'anesthésie IV. Et donc si on n'utilise que l'anesthésie IV en rouge dans un hôpital versus ce que font à peu près les autres, c'est-à-dire un peu de chaque gaz et un peu d'IV, eh bien en fait on va émettre 20 fois moins de CO2 par intervention, et ça c'est majeur puisqu'on fait 10 à 15 000 interventions dans chaque bloc opératoire. Et donc au niveau européen, si on extrapolait cela au niveau européen, eh bien, en ne faisant que l'anesthésie intraveineuse par exemple, en faisant très attention au gaz qu'on utilise, on pourrait économiser jusqu'à 1,7 million de tonnes d'équivalent CO2, c'est 400 millions d'euros de coût social, et c'est surtout l'équivalent de milliards de kilomètres en voiture. Et puis dernier exemple peut-être le plus frappant, les bronchodilatateurs.
Vous savez qu'il y a deux types de bronchodilatateurs, ceux qui ont un aérosol doseur type salbutamol et ceux qui sont avec de la poudre sèche. Ceux-là peuvent être utilisés, ils sont aussi efficaces tant qu'on a un VEMS supérieur à 15%. Et donc si on arrivait à switcher complètement l'un pour l'autre chez tous les patients qui le peuvent, alors bien sûr ça nécessiterait de l'éducation des patients, il ne faudrait pas qu'il y ait de chute d'observance parce que les patients ont leurs propres habitudes, donc ça nécessiterait une éducation des patients, mais ça permettrait de réduire de 16 millions de tonnes les équivalents de CO2 chaque année, ce qui est totalement majeur, c'est au niveau de l'ordre de grandeur, ça se rapproche des émissions de gaz de serre du secteur de l'aviation en France, juste en changeant un médicament pour un autre. Donc le message vraiment de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le risque environnemental est considéré comme le premier facteur de risque de santé publique, donc on ne peut pas ne pas en tenir compte quand on réfléchit au traitement d'un patient. La médecine, c'est du rapport bénéfice-risque, et le risque environnemental doit rentrer dans notre réflexion au même titre que le risque infectieux, que le risque d'effets secondaires, etc. Et rappelons-nous que le risque collectif rejoint le risque individuel, on l'avait bien compris pour les antibiotiques et l'antibiorésistance. On ne donne pas méronème, vancomycine à tous nos patients, parce que finalement, même notre patient, celui qu'on a sous les yeux, sera impacté par cela, même si on croit bien faire au début, il aura une antibiorésistance secondairement. C'est exactement la même chose avec le risque environnemental. Ça doit entrer en compte. Le risque environnemental qu'on fera prendre en compte à la société impactera notre patient plus tard, et donc on doit en tenir compte. Et on compte sur vous pour que la médecine demain soit une médecine éco-responsable et que l'impact environnemental soit pris en compte à chaque fois que vous devez prendre des décisions, juste que vous pensiez également à l'impact environnemental en plus de tous les autres paramètres. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.